Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre-Étienne Bidon, CEO de MokaCare, une plateforme qui met à disposition des entreprises une diversité de services pour prendre soin de la santé mentale de leurs employés. Dans cet épisode, on parlera donc de MokaCare, des défis et des enjeux liés à l'entrepreneuriat Health Tech dans la santé mentale, mais aussi des opportunités et des tendances à saisir pour ceux qui voudraient entreprendre dans cette belle verticale. Très bonne écoute à vous. Bonjour Pierre-Étienne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast parce qu'on va parler de psychologie et ça c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et la question rituelle pour commencer toujours un podcast, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en 5 dates ? Salut Mériadec, merci beaucoup pour l'invitation. 5 dates, c'est toujours assez difficile pour se présenter, pour résumer les choses. Et c'est essentiellement en fait des dates très personnelles qui en fait vont faire cette présentation. La première, c'est ma date de naissance, 13 décembre 1991. Voilà, je m'en souviens pas très bien, mais c'est quand même une date assez importante dans ma présentation. Par la suite, il y a eu une date aussi qui m'a pas mal marqué. C'est la date de mon mariage avec ma femme Clarisse qui, en fait, aujourd'hui m'accompagne pas mal aussi dans toutes mes réflexions professionnelles, avec qui, mine de rien, je pense que comme pas mal d'entrepreneurs, on tape toujours la balle avec un conjoint. Et donc, voilà. L'autre date assez marquante, c'est j'ai eu une petite fille il y a un peu plus d'1 mois. C'était le 10 août 2021. Félicitations. Merci. Et donc des dates encore très perso, mais c'était une super date parce que en fait c'est à la fois beaucoup de bonheur, beaucoup de chamboulements, on apprend énormément de choses sur soi, sur l'autre, donc intéressant, j'ai envie de dire. Euh, des dates un peu plus pro, mais la date du 5 mai 2020. Non, d'abord, je vais te donner la date du 2 décembre 2019, date à laquelle on a commencé à se mettre à plein temps sur le projet de Moka avec Guillaume, qui est mon associé aujourd'hui. Donc, avant le Covid, avant la situation qu'on connaît actuellement, avec une grosse conviction sur le sujet de la santé mentale, on en reparlera, mais on voulait tout simplement réinventer notre regard et notre façon de voir ce sujet. Et la date du 5 mai, qui est 5 mai 2020, pardon, qui est la date à laquelle on a eu notre premier client chez Moka, après avoir développé un produit avec plein d'outils no-code, etc. Et date à laquelle, du coup, une certaine excitation a commencé à naître et pas mal d'avancement depuis. Donc voilà, c'est un peu les 5 dates que j'aime bien partager. Ok, c'est intéressant que tu abordes le no-code, on pourra peut-être en reparler plus tard dans l'épisode, mais peut-être il y a une dernière question pour bien comprendre qui tu es. Quel a été ton parcours, peut-être professionnel et scolaire, avant d'en arriver à MokaCare, duquel on va parler juste après. J'ai eu un parcours en plusieurs étapes. J'ai commencé par faire un bac éco. Après, je suis allé en prépa éco. Après, j'ai fait une école de commerce. Pendant cette école de commerce, j'ai fait un double diplôme en droit, ce qui me sert énormément aujourd'hui dans toutes les discussions légales qui sont parfois assez complexes à comprendre. À la suite de ça, j'ai fait ma dernière année d'école en apprentissage. J'étais vendeur dans une grande entreprise de cosmétiques, pareil, qui me resserre énormément aujourd'hui sur plein de techniques et surtout la compréhension de la psychologie d'autrui et notamment dans des processus de vente tout simplement.
Après ça, j'ai travaillé dans une entreprise de conseil en stratégie internationale en France et dans d'autres pays européens sur des thématiques liées à deux sujets. Le premier, c'était le sujet des paiements et le deuxième, c'était le sujet de la santé. Et ensuite, on en a parlé, j'ai lancé Moka en janvier 2020. Ok, et donc la question, la transition, elle est toute faite. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Moka? Plusieurs choses. Je pense que la première, c'est des convictions personnelles très fortes sur le sujet de la santé mentale. Je pense que pour créer une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est dommage en fait de partir en se disant il y a un marché, je vais y aller. En l'occurrence, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas vraiment de marché. Il y avait juste une conviction très forte qu'on pouvait apporter beaucoup aux entreprises, à la société et avoir beaucoup d'impact sur ce sujet. La deuxième raison, c'était aussi une raison d'amitié, entre guillemets. Avec Guillaume, on savait qu'on voulait entreprendre tous les deux sur un sujet qui faisait sens pour nous. Et la santé mentale, c'est aussi avéré être un sujet sur lequel on se retrouvait beaucoup. Et peut-être la troisième raison, c'est des raisons plus personnelles, mais en fait, j'ai été confronté dans ma vie d'enfant et d'adolescent de façon assez directe au sujet de la santé mentale, parce que j'ai eu un père qui était dépressif, bipolaire pendant un peu plus de 10 ans, et c'était un sujet dont on parlait assez régulièrement à la maison, et qui m'a beaucoup nourri et fait beaucoup mûrir sur pas mal de sujets en lien avec la santé mentale. Donc est-ce que tu penses que le fait de vivre un problème, ça fait de toi un meilleur entrepreneur, ou est-ce qu'on peut quand même être un bon entrepreneur même si on arrive et qu'on s'approprie un problème? Effectivement, dans les méthodologies classiques de création d'entreprise, tout le monde dit il faut partir d'un problème, étudier le besoin marché, développer une solution qui est en regard avec ce problème. Moi, je pense que avant même la définition d'un problème, il y a un sujet et un vrai sujet de conviction. C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, en fait, tu vis pour cette entreprise. Jour et nuit, tu y penses tout le temps. Et donc, en fait, si tu n'es pas profondément animé par le sujet et que tu te dis juste, entre guillemets, juste, il y a un problème, il y a un besoin à marché et il y a une opportunité économique, je pense que ça ne crée pas de grandes entreprises qui durent longtemps. Donc, nous, en tout cas, la démarche qu'on a eue, c'était vraiment de se dire quels sont parmi les sujets qui nous interpellent, quel est peut-être celui sur lequel on se voit travailler pendant de nombreuses années et sur lesquels aussi on pense pouvoir faire, ça c'est un truc important pour nous, pour Guillaume comme pour moi, sur lesquels on se voit se faire évoluer la société dans un sens qu'on pense être le bon. On y arrive tout de suite, on va parler, donc tu vas nous présenter Moka.care, mais la petite question qui me titille, qui est sur le bout de ma langue, pourquoi avoir choisi le nom Moka.care? En fait, on a raisonné en deux temps. Le premier temps, on a choisi le nom Moka parce que déjà, on aimait bien la sonorité de ce mot, mais surtout parce qu'en fait, on voulait que ce soit aussi simple d'aller voir un psychologue que de prendre un café. Tu vois, en quelques mots. Et un moka, c'est pas un café classique, un expresso serré que tu prends à la va-vite. C'est un café sur lequel tu as plaisir à partager. Tu vois, c'est un café avec de la mousse qui est assez généreux, sur lequel tu peux avoir une discussion avec des gens qui sont importants pour toi. Et c'est ça qu'on voulait générer. Et tu vois, vraiment cette création de relations, cet échange par la parole, cette rencontre qu'on voulait créer. Et pour le point care, je vais pas te je vais pas te mentir, en fait c'est ça où l'innovation sous contrainte est assez intéressante. En gros, le .com et le .fr n'étaient pas disponibles au départ, donc ça nous a poussé à réfléchir et on s'est dit ok, vu qu'on est bloqué, quel sens on a envie de donner à cette entreprise. Et la notion de care et de bienveillance était extrêmement importante pour nous. Et donc, on s'est dit, en fait, on va la mettre dans notre nom, tout simplement. Et c'est assez cool de voir que on a peut-être initié un mouvement autour de ça parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui s'appellent .care. Je pense notamment à une super boîte qui est en ce moment lancée par Céline Lazorte et Jonathan Benamou qui s'appelle Résilience.care, ou encore une boîte qui est lancée par un ex-collègue du BCG qui s'appelle 900.care. C'est très drôle, je te coupe, c'est très drôle que tu en parles parce que je vais avoir Jonathan sur le podcast la semaine prochaine. D'accord, top. Donc ok, vous avez initié un mouvement avec le point care. Et donc on arrive dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter les missions de Moka.care et ton équipe, en plus de Guillaume avec qui tu as cofondé la boîte? Du coup, en fait, chez Moka, notre vision, en quelques mots, et sans faire de catchphrase bien pensée, c'est juste de permettre à chacun, en fait, de révéler son propre potentiel
en prenant soin de sa santé mentale. Et après, en fait, notre grande conviction, c'est qu'on a un rôle énorme à jouer dans l'accompagnement des entreprises à créer des cultures et des organisations du travail qui favorisent cette prise en compte de la santé mentale de chacun, tout en accompagnant aussi les salariés à prendre soin de leur santé mentale par des sessions individuelles et collectives de thérapie et de coaching, et aussi par toute une partie de contenu et de programmes digitaux qui a pour but de tout simplement en fait déstigmatiser et éduquer sur le sujet de la santé mentale. D'accord, ok. Et donc à propos de ton équipe, là maintenant vous êtes rendu à combien en plus de ton cofondateur Guillaume? Aujourd'hui, on est une petite vingtaine, enfin non, maintenant une vingtaine, on est vraiment 20 personnes et on recrute encore 20 personnes en ce moment. Donc on va doubler de taille d'ici fin d'année. Et voilà. Il y a une question qui me vient à propos justement de la structuration d'une entreprise. J'ai fait une masterclass sur les levées de fonds en santé avec un avocat, et il était question des clauses de gouvernance et notamment des boards et du SIB, donc les Scientific Advisory Board. Excusez mon accent anglais. Et je voulais savoir s'il y en avait un chez Mocha, et peut-être est-ce que vous avez des boards ou est-ce que vous avez un SIB, est-ce qu'ils peuvent vous aider dans vos décisions? Alors, on a à la fois un board qui est juste constitué de 3 personnes, Guillaume, moi et Jérémy Usan qui est notre investisseur principal. Euh, et donc ce board, il a plus pour objectif de discuter des orientations stratégiques de Mocha, comme peut l'être n'importe quel board classique. Et ensuite, on a fait un double choix qui était à la fois au départ de constituer un comité scientifique euh, en faisant notamment rentrer au capital certains des psychologues qui nous ont accompagnés dès le départ. Premier point. Et deuxième point, en fait, souvent les comités scientifiques dans certaines startups de santé sont parfois un peu juste des jolies photos sur des slides et ça va pas tellement plus loin que ça. Nous, on a fait le choix dès le départ, en fait, chez Mocha, d'aller beaucoup plus loin qu'un board en recrutant des psychologues en salariés chez Mocha. Et ça nous permet à la fois d'avoir un impact sur l'orientation de chaque salarié vers le bon praticien, qui est quelque chose qu'on est les seuls à faire de façon profondément humaine aujourd'hui. Deuxièmement, ça nous aide à avoir une vraie profondeur scientifique sur le produit qu'on apporte. Et troisièmement, en fait, ça nous permet aussi d'avoir en interne des vraies formations sur les sujets de santé mentale pour toute l'équipe, que tu sois en product, en dev, en sales ou je ne sais quoi chez Mocha. En fait, du coup, Aurélie, qui est la première psychologue qu'on a recrutée, fait des ateliers qui sont très chouettes et qui permettent en fait à l'équipe de se former sur les sujets de santé mentale. D'accord, donc le fait d'intégrer des personnalités, on va dire, de la santé directement dans l'équipe, ça permet d'acculturer toute l'équipe à ces thématiques-là. Exactement. Et donc si on revient un peu plus en détail sur justement toutes les prestations, toutes les propositions de valeur que vous avez avec Mocha et de la plateforme, est-ce que tu peux nous les redéfinir un peu plus précisément? Comment ça se passe? Comment on s'inscrit sur Mocha? Via qui? Je sais que vous passez par les professionnels. Tu viens de parler justement de psychologue physique. Est-ce que vous avez une interface aussi peut-être digitale, etc. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Alors effectivement, Mocha, c'est une plateforme avant tout qui est à destination des entreprises et de leurs équipes. Et notre grande conviction, et ça on est les seuls à l'avoir en Europe aujourd'hui, c'est que on veut pas juste être entre guillemets une plateforme à destination uniquement des salariés en aval. On veut aussi accompagner globalement les entreprises à repenser leur stratégie, leur mode de travail pour prendre en compte les enjeux de santé mentale. Donc on intervient à la fois au niveau de l'entreprise, des équipes et des salariés. Côté salarié, Mocha, en fait, c'est une plateforme applicative qui est totalement confidentielle tout d'abord et qui leur permet à chacun qui en ressent le besoin de bénéficier de 3 principaux services. Le premier, c'est des accompagnements avec des psychologues et des coachs que nous, on a sélectionnés en amont. Encore une fois, c'est totalement confidentiel et c'est personnalisé. Le deuxième, c'est des sessions de groupe sur des thématiques de santé mentale qui leur posent question particulièrement. Et le troisième, c'est des contenus et des programmes digitaux sur, par exemple, la gestion du stress, le syndrome de l'imposteur, qui ont, comme je le disais, pour objectif de sensibiliser et d'éduquer sur les sujets de santé mentale. Et côté entreprise, on accompagne aussi, on a un accompagnement qui est extrêmement proche des équipes RH, des dirigeants, pour les aider en fait à prendre la parole en interne sur le sujet de la santé mentale, pour les aider à sensibiliser et former les équipes, notamment les managers, mais aussi n'importe quel
contributeurs individuels dans les équipes sur les sujets de santé mentale. Et enfin, on a toute une partie qui leur permet de mieux comprendre quelles sont les thématiques qui posent question dans leurs équipes pour pouvoir mettre en place des plans d'action en interne. Là, il y a un point qui va m'intéresser particulièrement. Tu as évoqué les termes former, prendre la parole, sensibiliser, on va dire acculturation sur les sujets du psychologique. Comment tu expliques qu'il y a un tabou en Europe, et en France particulièrement, autour de la santé mentale, autour de ces thématiques? C'est une super question et déjà en fait j'ai envie de commencer par une note un peu plus positive qui est que ce tabou existe de moins en moins. C'est un sujet vraiment qui est beaucoup plus libre aujourd'hui, les gens en parlent de façon plus libre et donc c'est moins un tabou. Par contre, si tu vois, on doit isoler des critères qui font que c'est encore assez stigmatisé, je pense que le premier critère, c'est tout simplement un sujet d'éducation. Tu vois, depuis qu'on est tout petit, bah, en fait, oui, on nous a appris à traverser la route en regardant à droite à gauche, on nous a appris à bien compter, à bien écrire, à nous brosser les dents 3 minutes par jour. On nous a jamais appris à prendre soin de nos émotions, à savoir comment vivre un échec, à... En fait, tu vois, on est dans une culture qui est très cartésienne, et du coup, tout l'aspect émotionnel, le système, tout ce qui concerne le système limbique, etc., est souvent sous-estimé, et on nous a beaucoup plus incité à cacher nos émotions qu'à les prendre en compte. Donc pour moi, c'est le premier critère qui est vraiment lié à l'éducation. Le deuxième critère, je pense que le sujet est tabou parce que euh, la vulnérabilité aujourd'hui est encore vue comme une faiblesse, alors que pour moi, c'est une de mes plus grandes forces. Et donc là, tu vois, si on devait mettre un mot, c'est peut-être un sujet de culture. Si tu vois, on fait un parallèle avec par exemple, le sport de haut niveau. En fait, tous les sportifs de haut niveau ont un psy, ont un coach, prennent soin de leur mental, et en fait, c'est la base de leur entraînement. Euh, Aujourd'hui, tu vois, la vulnérabilité, encore une fois, est beaucoup plus vue comme une faiblesse que comme une force. Donc ça, c'est peut-être le deuxième critère. Et après, le troisième critère sur ce sujet de tabou, en fait, c'est que c'est encore un environnement qui est difficilement régulé. Enfin, tu vois, la psychiatrie, par exemple, en médecine, ça reste le parent pauvre de la médecine aujourd'hui. C'est énormément associé à l'univers de la maladie, beaucoup plus qu'à l'univers en fait, de l'opportunité d'exprimer un potentiel, par exemple. Et donc, pareil aussi, l'accès en fait aux soins de psychologie est encore assez compliqué. Et du coup, bah, ça reste quelque chose qui concerne une minorité et ça renforce encore plus ce tabou. C'est vrai que t'as raison, le fait de dire que la psychiatrie, par exemple, ça fait peur. C'est vrai aujourd'hui, un petit peu moins aujourd'hui, mais quand tu dis que tu vas voir un psychiatre, tout de suite, on t'assimile, on va dire peut-être schizophrène, fou, vraiment malade, alors que c'est pas le cas. Il y a vraiment une notion péjorative derrière ce terme-là qui est assez terrible. Ouais, exactement. Et puis même, en fait, tu vois, c'est renforcé aussi par un autre phénomène qui est que tous les sujets en lien avec la santé mentale et la psychologie, c'est des sujets invisibles. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, je vais donner une métaphore qui est un peu bidon, mais quand tu te casses la jambe, bah, en fait, tout le monde le voit. Et oui, t'as la jambe dans le plâtre, et en fait, tout le monde te dit, bah, ça va, t'as pas trop mal, enfin, t'arrives à marcher, t'as des béquilles, enfin, ça se voit. En fait, tout ce qui concerne les maladies mentales se voit beaucoup moins, et même sans parler de maladies, et ne serait-ce que les troubles ou les questionnements mentaux, bah ouais, en fait, c'est des choses qui se voient moins et donc qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte. Les troubles bipolaires, par exemple, bah, c'est quelque chose qui se voit pas nécessairement et donc c'est plus une incompréhension et donc un rejet parfois et c'est pour ça en fait que les gens en ont peur, je pense. D'accord. Et est-ce que tu penses que le Covid, la pandémie qu'on traverse, ça a été un révélateur? Ça va être un peu la question que tout le monde te pose, mais je la trouve intéressante. Est-ce que ça a été un révélateur dans la prise de conscience de l'importance de la santé mentale chez les gens, chez les travailleurs en particulier? Et je pense que c'est un révélateur, je suis d'accord avec toi, s'il y a bien eu un aspect positif, c'est ça, mais j'irais même plus loin, plus qu'un révélateur, en fait, ça a été un catalyseur, c'est-à-dire que c'est devenu, loin d'être un sujet secondaire, c'est devenu un sujet prioritaire. Enfin, tu vois, ministre de la Santé qui dit, bah oui, c'est la troisième vague, c'est la vague de la santé mentale. Enfin, il y a eu plein d'enjeux autour de la santé mentale, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur le devant de la scène, et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça favorise énormément d'innovation sur le sujet, ça favorise une prise de parole qui est beaucoup plus globale, donc, pour moi, si effectivement il y a eu un aspect positif, c'est bien celui-là. Maintenant, on va passer sur une partie des défis que vous avez eu à relever avec Mokaker. Et ma première question, je la pose à tous mes invités. Quelle est la première chose que tu as fait quand tu as décidé de lancer Mokaker avec Guillaume? La première chose, ça, je pense que ça a été de très rapidement
tester notre idée. En fait, quand on a lancé Mocha avec Guillaume, et je le comprends, hein, très peu de gens y croyaient parce que tout le monde nous disait mais santé mentale, entreprise, c'est vraiment quelque chose de très éloigné de la réalité, euh, ça marchera jamais, parlez plutôt de coaching. Enfin, donc en fait, tu vois, et ça, moi j'étais vachement inspiré à l'époque par un gars qui s'appelle Idriss Aberkan qui justement dit que bah, toute idée disruptive, même si le terme est quand même assez galvaudé maintenant, mais passe par trois phases. La première, c'est ridicule. La deuxième, ça fait peur. Et la troisième, c'est évident. Et tu vois, on est un peu passé par ces phases-là. Et c'était vraiment ça le premier défi. En fait, ouais, les gars, c'est ridicule, quoi. Franchement, la santé mentale, c'est un sujet de fou et d'hôpital psychiatrique. La deuxième, ça a été, en fait, ça fait peur parce que est-ce que c'est mon rôle en tant qu'entreprise de prendre la parole sur ce sujet? Est-ce que je vais pas être trop intrusif dans la vie de mes salariés? Est-ce que, enfin, tu vois, et je les comprends, hein, il y avait vraiment des craintes de la part des équipes RH qu'on comprend totalement et sur lesquelles on a dû travailler très rapidement. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que ça devient évident. En fait, aujourd'hui, accompagner ces équipes et tout faire pour que l'organisation du travail qu'on met en place dans son entreprise permette de favoriser une, la santé mentale des équipes, bah, ça devient évident, quoi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça, c'était une grosse question que je me posais quand j'ai préparé l'épisode, c'est de savoir si vous êtes parti directement en B2B. Donc, est-ce que vous avez directement orienté votre plateforme vers les entreprises? Alors ouais, on est parti directement sur ce sujet-là euh, pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est le sujet auquel on avait été directement confronté à titre individuel. C'est bien sûr pas une statistique qui est révélatrice de l'entreprise au global. N'empêche qu'avec Guillaume, dans notre bureau de 8 personnes, on a vu 3 copains qui ont eu un burn-out. Et tu vois, en fait, c'est des choses qui sont assez traumatisantes parce que tu vois une personne, ça va super bien, tout se passe bien, etc. Et en fait, du jour au lendemain, cette personne est transformée, elle parle longtemps, elle a des difficultés à se réintégrer dans l'entreprise, à avoir confiance en elle, à reprendre un travail normal, etc. Donc, tu vois, c'est un vrai sujet auquel on a été confronté. Et en fait, on voulait agir là-dessus et se dire comment on peut accompagner les entreprises à aller beaucoup plus loin que ce sujet de la prévention du burn-out, mais à prendre en compte la globalité des enjeux de santé mentale, que ce soit des enjeux personnels, par exemple, si tu as un collaborateur dans ton équipe qui a un décès dans sa famille, qui a un problème de couple, bah, nécessairement ça va l'impacter au travail et c'est normal. Et nous, on aide les entreprises en fait à, à agir là-dessus et à proposer des solutions sans être intrusives. Tu viens de l'évoquer un petit peu, mais ce que vous faites, c'est quelque chose de très rare parce qu'on voit beaucoup de boîtes santé qui vendent des solutions à d'autres boîtes santé, je sais pas, des solutions diagnostiques, des logiciels, etc. Et vous, vous adressez en B2B à des entreprises, donc des entreprises classiques. Quel est le plus gros challenge auquel vous faites face quand vous vous adressez, quand vous essayez de vendre votre solution à ces entreprises B2B, donc des entreprises classiques, et peut-être si tu as des exemples de clients que vous avez pour illustrer le propos? Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs challenges. Je vais t'en citer deux. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas longtemps revenir dessus, mais ça a été un challenge de vision de la santé mentale. En fait, au début, il a fallu embarquer autour de notre vision qui était, avant Mocha, les solutions qui parlaient de psychologie ou de RPS, de risques psychosociaux, était très réactive. C'est-à-dire, c'était souvent des lignes d'écoute qui étaient très peu utilisées, des numéros verts que les gens appelaient vraiment en dernier recours avec des taux d'utilisation très faibles. Et du coup, il y avait vraiment une vision réactive de j'ai un problème, je le résous, ou alors je mets en place une solution qui a pour but de cocher la case de l'article du Code du travail qui dit que tu dois prendre soin de la santé physique et mentale de tes collaborateurs. Ça, c'était le premier défi, c'était vraiment de leur faire changer de vision. Et pour ça, aujourd'hui, effectivement, les premiers clients qui nous ont fait confiance, c'était des entreprises qui étaient extrêmement innovantes. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 60 grosses scale-up en France et en Europe, notamment, tu vois, pour citer des noms, Conto, Spendesk, Swile, des entreprises de ce type-là, Mano Mano, enfin, qui en fait ont eu assez rapidement une approche qui était très innovante sur le sujet de la santé mentale et qui nous ont fait confiance en fait aussi pour porter ce message avec eux. Ça a été le premier défi. Le deuxième défi qu'on a encore aujourd'hui, c'est quand tu t'adresses à une entreprise et que tu souhaites vendre un service, ce qui est tout à fait normal, c'est de réfléchir en termes de retour sur investissement. Oui, Euh, c'est classique. et très classique. Et tu vois,
aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de démontrer, c'est que ce retour sur investissement doit pas être trop court-termiste non plus. Tu vois, c'est pas comme tu te dis, bah, en fait, je mets en place un truc aujourd'hui et je vais avoir du retour sur investissement demain. Et ça, tu vois, c'est un enjeu aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans une société où il y a aussi une nécessité d'ancrer, euh, pour parler en bon franglais, la sustainability et les enjeux de développement durable d'une entreprise. Et donc de démontrer que ce ROI, il sera aussi super impactant sur le long terme. Et ça c'est aussi un défi, tu vois, de prouver ça à l'entreprise, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Est-ce que vous avez peut-être des premiers retours là-dessus, justement, sur les taux d'absentéisme des entreprises que vous accompagnez, sur pareil, le taux de dépression, le taux de burn-out dans ces entreprises qui utilisent votre solution? Je vais te répondre de façon assez cash, mais je trouve que essayer de vendre ça à une entreprise, c'est assez bullshit. Parce que, enfin, pour une raison très simple, qui est que, et c'est normal, la santé mentale, c'est quelque chose. Enfin, il y a des corrélations multifactorielles, tu vois. On va pas avoir la prétention de dire Mocha permet de façon euh, certaine de résoudre tous les problèmes de santé mentale. Et tu vois, nécessairement, il y a des facteurs Oui, conjoncturels. même Enfin, des tu vois, entreprises, c'est vrai que ma question était un peu candide. C'est vrai qu'il y a des des entreprises, entreprises ouais. ou personnelles. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Mettons que tu as une réorganisation dans ton entreprise, bah oui, ça va avoir plus d'enjeux sur la santé mentale des collaborateurs. Mais ne serait-ce que des choses très simples. En fait, là où beaucoup cherchent à mettre des notes sur la santé mentale ou des courbes de progression ou quoi, nous, on pense en fait que la santé mentale, c'est quelque chose dont on doit prendre soin au quotidien. Tu vois, quand on parle de santé physique, bah oui, les gens, de façon générale, bah, font du sport de façon assez régulière, font attention à ce qu'ils mangent. Bah, pour moi, la santé mentale, c'est exactement ça. C'est de se dire comment on ancre une habitude dans la vie de chacun d'entre nous. Et du coup, tu vois, chercher à dire euh, oui, on peut le faire, tu vois, mais nous la façon dont on travaille, c'est beaucoup plus de se dire, on fonctionne en 3 temps en fait, pour démontrer notre valeur. Le premier temps, c'est démontrons que l'usage de Mocha est 30, 40 fois supérieur à celui des solutions traditionnelles. Et ça, aujourd'hui, on le démontre chez l'ensemble de nos clients. Le deuxième temps, c'est en fait de façon déclarative, sur tous les collaborateurs qu'on accompagne, quelle est la valeur qu'on leur a apportée. Et tu vois, moi, il y a une question que, que, sur laquelle on suit beaucoup notre impact, c'est en fait dans quelle mesure Mocha vous a permis de résoudre un problème personnel ou professionnel que vous n'auriez pas réussi à résoudre sans Mocha. Et aujourd'hui, là-dessus, on a des retours qui sont assez énormes. Tu vois, en termes de NPS notamment, on a des NPS collaborateurs qui sont entre 80 et 95, entre 90 et 95, pardon, ce qui est énormissime quand on regarde ce type de solution. Et donc c'est beaucoup plus ça qu'on va traquer que de chercher. Enfin, tu vois, on a été consultant avant, et je sais en fait que bah, on pourrait construire un modèle avec 10 hypothèses qui sont parfois bancales, et donc c'est pas le but. Et le but, c'est vraiment de démontrer notre impact au niveau d'une entreprise, et pas de façon globale, et qui serait trop bullshit selon moi. Ok, bah, très clair, très très clair comme réponse. Et j'ai aussi une autre question là-dessus parce que j'ai vu que vous êtes disponible en allemand et en anglais. Pourquoi ces choix? Aujourd'hui, on a voulu accompagner nos clients de la façon la plus personnelle possible, et il s'avère que quasiment l'ensemble des entreprises qu'on accompagne ont des filiales à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Aujourd'hui, en plus de l'anglais et de l'allemand, on est en train de lancer l'italien, l'espagnol et le portugais/brésilien. Euh, pour nous, il y a un vrai enjeu qui va beaucoup plus loin que l'enjeu de la langue. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est aussi un sujet très culturel. Tu vois, on parle pas de la même manière de santé mentale aux C'était US. la question Voilà. d'après. Bon, désolé, j'ai pas lu les questions, mais Non, mais, t'inquiète pas. tu vois, vraiment, c'est un sujet dont on parle très différemment aux US, au Brésil, en France, en Italie, en Espagne. Enfin, tu vois, et du coup, on fait quand même assez attention à la façon dont on se développe dans ces pays-là, pour vraiment prendre en compte tous les enjeux culturels, et notamment un choix stratégique qu'on a fait qui est assez compliqué, pour être honnête, opérationnellement, mais c'est d'aller recruter des praticiens natifs ou qui ont un minimum d'expérience dans les pays en question, pour en fait avoir un accompagnement qui est encore une fois le plus humain et le plus personnalisé possible, et pas avoir quelqu'un qui parle à moitié anglais quand tu souhaites te faire accompagner en anglais, quoi. Ça me fait penser un petit peu au film Passenger. Quand tu parles une langue, tu penses pas de la même façon, et Exactement. donc du coup il faut des soignants du. Ok, bah ça c'est vraiment hyper intéressant. Tout à l'heure on a évoqué le fait que la santé mentale c'était le parent pauvre.
donc au niveau des investissements, etc. Mais la question que je vois maintenant, c'est une question plutôt du côté entrepreneur. Si on sait que c'est un parent pauvre, pourquoi il y a finalement assez peu d'entrepreneurs qui se sont saisis du sujet, même si ça tend vraiment à augmenter actuellement? Bah déjà, en fait, je pense vraiment que au début, il y a besoin de gens qui font bouger les lignes et c'était un sujet qui était, encore une fois, pas du tout «sexy» entre guillemets. Enfin, tu vois, je te le disais, c'était, associé aux fous, aux hôpitaux psychiatriques, aux aliénés, à ce que tu veux et quand tu cherches à rendre beaucoup plus global un sujet qui est celui d'une minorité et encore plus une minorité qui est associée à la maladie, bah, au départ, c'est compliqué. Après, effectivement, tu vois, si tu regardes, ne serait-ce que les États-Unis, mais même ça va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, il y a énormément de solutions qui se développent sur la santé mentale, euh, avec, avec des convictions qui sont quand même très différentes. Tu vois, moi, je fais extrêmement attention à ne pas vouloir appliquer trop vite des concepts tels que la digitalisation, l'intelligence artificielle. Tu vois, quand je vois des solutions de santé mentale qui se développent avec des chatbots, sans jugement, mais nous, c'est une conviction qui nous est extrêmement étrangère, parce que je pense que juste quand tu te mets 2 secondes dans la peau de quelqu'un qui, par exemple, vient de perdre quelqu'un dans sa famille, bah, en fait, est-ce que tu as ne serait-ce qu'envie de parler à un chatbot, même s'il marche hein, scientifiquement, bah, tout simplement non. Donc c'est clairement pas ce qu'on fait. Mais, euh, mais donc voilà, ouais, il y a quand même beaucoup de solutions qui se développent en ce moment. D'accord. Et peut-être la question un petit peu jumelle de celle-ci, au niveau des investissements. Est-ce que pareil, les investisseurs, ils commencent à faire évoluer leur mentalité et ils sont plus prêts à mettre des tickets sur les boîtes de santé mentale? Bah, là, je te réponds sans hésiter. Aujourd'hui, c'est même l'extrême inverse. C'est-à-dire que si tu regardes les montants investis dans les entreprises qui sont en lien direct avec la santé mentale en Europe, aux US, j'ai pas les stats exactes, mais je crois me souvenir que ça a été multiplié par 5, ne serait-ce qu'entre 2019 et 2020, avec des montants d'investissement qui sont énormes. Et moi, je trouve ça à la fois très encourageant que le privé et les investissements privés se saisissent du sujet. Et je pense que ça ouvre la voie. Là, on est en ce moment côté public dans les assises de la santé mentale. En octobre, il va y avoir d'autres rendez-vous extrêmement importants en France sur le sujet de la santé mentale. Et tu vois, Olivier Véran met une priorité très importante sur le sujet de la santé mentale. Donc, il y a aussi des investissements publics qui sont en train de suivre sur le sujet, notamment des réflexions sur le remboursement par la sécurité sociale des consultations de psychologie, ce que je trouve très bien. Au niveau mutuelle et assurance, pareil, la FFA veut rembourser de façon beaucoup plus globale les consultations de psychologie. Donc, effectivement, je pense que là, il y a eu une vraie prise de conscience et l'investissement public et privé va suivre, même si côté public, ça prend encore un petit peu plus de temps. Une question qui me vient comme ça parce qu'elle va vraiment intéresser nos auditeurs qui voudraient se lancer justement dans l'entrepreneuriat sur la santé mentale. Avec ta vision, qu'est-ce qu'il reste à faire et est-ce que tu vois des opportunités, des grandes tendances à saisir pour ceux qui nous écoutent? Bah effectivement, en fait, c'est un sujet auquel tu t'en doutes, on réfléchit énormément. Donc, on a beaucoup, enfin, tu vois, dans notre vision produit, on a énormément de choses en développement en ce moment, Ouais. effectivement, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Euh, la première, je pense, opportunité ou piste à laquelle on est en train de réfléchir et que je partage avec plaisir, c'est de réfléchir à avoir l'approche qui est la plus personnalisée possible sur le sujet de la santé mentale. Parce que aujourd'hui, il y a en psychologie une notion qui s'appelle l'alliance thérapeutique. C'est, si je vulgarise, dans quelle mesure j'ai confiance dans le praticien qui m'accompagne pour être la bonne personne pour m'accompagner moi. Euh, Il y a énormément de travail à faire encore. Et tu vois, aujourd'hui, quand on voit que le choix du praticien se fait essentiellement par Google ou par des plateformes de réservation en ligne, bah en fait, on se dit qu'il y a tellement à faire là-dessus sur l'orientation vers le bon praticien. Euh, le deuxième, la deuxième piste à laquelle on réfléchit et pour le coup avec laquelle on prend beaucoup plus de pincettes parce que la frontière entre viabilité scientifique de la solution et bullshit startup est quand même assez poreuse sur tout ce qui est thérapie digitale et tous ces sujets-là qui en fait aujourd'hui sont extrêmement complexes à prendre en compte parce que euh, il y a énormément de choses qui se développent sur le sujet et en fait il faut que ça aille beaucoup plus loin qu'une simple application qui reproduit ce qu'on fait en vrai parce que
bah, tu vois, typiquement, dans les théories des courants psychologiques classiques, par exemple, l'importance du cadre de la thérapie est primordiale, l'importance de l'implication de la personne dans la thérapie est primordiale. Et donc, tu vois, tout ce qui est digital, je pense que il est nécessaire de réinventer les choses et de le faire de la bonne manière pour pas avoir une approche complètement impersonnelle et qui serait décorrélée de la réalité des gens, tout en ayant le plus d'impact possible sur les sujets de thérapie, quoi. Ok, bah merci pour cette réponse. Je pense que c'est très clair et ça donne de vraies bonnes idées. Et on va continuer sur la quatrième partie de ce podcast. C'est une séquence que j'appelle la question des auditeurs. Et donc, elle est assez simple. Ma question, c'est que vous venez de lever assez récemment 2,5 millions d'euros. Et la question qui remonte, c'est de savoir qui décide comment dépenser l'argent, tout simplement, et sur quels critères vous basez vos décisions. Déjà, en fait, moi, ça me paraît très loin, la levée. Maintenant, c'était en mars, donc ça fait presque 6 mois maintenant, et il y a énormément de choses qu'on a fait depuis. Donc je t'avoue que ça Ah si, paraît. ok, c'est drôle que 6 mois ça te paraisse loin. Moi je me dis, ok, mars c'est récent, donc On a fait énormément de chemin et on aime bien avancer assez vite. Tu vois, à notre échelle, c'est beaucoup. Euh, sur le sujet de l'allocation des fonds, c'est assez simple. En fait, bien sûr, la décision in fine, elle est prise par Guillaume et par moi, mais on s'appuie énormément sur les conseils à la fois de Jérémy, notre investisseur, mais aussi on a fait rentrer quelques entrepreneurs business angels au capital qui nous aident beaucoup dans cette prise de décision. Et tu vois, on a peut-être beaucoup l'image de décisions qui sont compliquées à prendre, avec beaucoup de discussions. Nous, on minimise le plus possible les temps de prise de décision en interne et on fonctionne. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de lever avec ces personnes-là. C'est qu'on a entière confiance dans leur capacité à prendre la meilleure décision globale pour Mocha et pour bien sûr aussi pour la rentabilité de leur investissement in fine, mais on n'a pas du tout de processus de décision qui sont très complexes parce que bah, notre enjeu c'est d'aller le plus vite possible aussi. Donc, euh, voilà. et si on prend un exemple, tout à l'heure tu disais que vous étiez en train de recruter encore 20 personnes supplémentaires. Comment vous allez décider sur quel pôle mettre les ressources Bah, ça, tu sais, en fait, aujourd'hui, on a des méthodes enfin, très agiles en interne où on est capable à la fois, enfin, on fait tout en tout cas pour essayer de réfléchir à 6 mois, un an, quelle sera l'entreprise pour recruter en avance de phase et se dire comment on construit dès maintenant l'entreprise qu'on sera dans un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et, euh, et donc, effectivement, tu vois, bah, aujourd'hui, on met énormément d'accent sur le développement et l'enrichissement de notre produit. Donc, on va recruter, tu vois, dans les équipes produits et dans les équipes tech. On met aussi beaucoup l'accent sur l'évangélisation des équipes RH et donc sur toute l'équipe commerciale. On recrute beaucoup aussi en ce moment, du coup, dans l'équipe commerciale. Et voilà. Ok, bah super. Et allez, pour finir, j'ai trois petites questions un peu plus légères. Enfin, légères, tu vas voir, la première, elle n'est pas si légère que ça, mais elle m'intéresse beaucoup d'un point de vue entrepreneurial. Est-ce que tu as un regret avec Mocha Care et peut-être ouais, quel est ce plus grand regret? C'est une question difficile parce que pour être honnête, j'ai pas de vrais regrets tu vois, j'ai réfléchi en 2 secondes, mais j'ai pas de truc où je me suis dit merde, j'aurais dû prendre une autre décision. Ce qui est, tu vois, pour construire un peu là-dessus, ce qui est très dur et en même temps très excitant quand tu es entrepreneur, c'est que le nombre de décisions que tu dois prendre au quotidien est assez importante et donc nécessairement, euh, parfois tu fais des erreurs et même très souvent tu fais des erreurs, mais en fait c'est pas, pour moi c'est pas des regrets parce que je pense que la meilleure capacité d'un entrepreneur, en tout cas selon moi, c'est d'apprendre. Et aujourd'hui j'apprends énormément et ne serait-ce que chaque mois je me rends compte que on se développe sur plein de sujets qu'on maîtrisait pas avant et ça nous permet de d'énormément grandir et justement d'apprendre de nos erreurs. Mais donc j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de regrets qui m'empêchent de dormir la nuit, quoi. Ok, bah c'est quand même une bonne réponse, donc pas de souci. Et allez, ouais, la question un peu plus joyeuse, du coup, quelle est ton ambition avec Mocha? L'ambition en fait elle est très simple, c'est aujourd'hui, je prends énormément de plaisir dans ce que je fais
Et ça peut te paraître un peu bateau, mais je me pose assez régulièrement cette question de est-ce que ce que je fais est aligné avec mes convictions, avec la façon dont j'ai envie que la société évolue demain. Et tant que la réponse sera oui, en fait, je respecterai cette ambition qui est la mienne. Euh, Ensuite, de façon plus concrète, ce qu'on recherche à faire aujourd'hui, c'est premièrement à s'étendre en Europe et on est déjà en train de le faire. Donc, on va clairement accélérer assez fortement sur ce sujet-là. La deuxième ambition, en fait, c'est, tu vois, dans ce qui m'épanouit et ce qui me donne du plaisir au quotidien dans cette aventure, c'est en fait, de recruter et de faire grandir une équipe dont je suis fier. Et c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai envie que ce soit le cas demain, après-demain, dans 6 mois, dans 3 ans. Donc c'est aussi ça mon ambition. Et tu vois, là où aujourd'hui je trouve beaucoup d'entrepreneurs ont peut-être une ambition qui est financière ou orientée sur des chiffres, euh, en fait, moi, je réfléchis aussi à ces courts termes, entre guillemets, en me disant, oui, j'ai une vision assez claire de là où je veux aller dans plusieurs années et ce que je veux faire et comment je veux le faire. Mais, mais je me pose quand même très régulièrement au quotidien la question de est-ce que ça m'épanouit toujours autant et est-ce que ce que je crée et ce qu'on crée en équipe avec Guillaume et avec toute l'équipe est aligné avec nos convictions et ce à quoi on croit. Bah, ça se voit que t'es passionné. On peut le sentir en fait, ne serait-ce que dans la tonalité de la voix, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et avant-dernière question, est-ce que tu as un dernier conseil activable tout de suite pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient entreprendre spécifiquement dans la santé mentale? Ça va être un conseil un peu plus soft que très concret et que très actionnable peut-être. Mais tu vois, je parlais tout à l'heure de la notion de plaisir et d'épanouissement euh, et d'alignement avec ce à quoi tu crois. Euh, pour moi, il y a une personne qui, au début de ma carrière pro, m'avait dit une phrase qui me marque pas mal aujourd'hui, c'est plaisir du jeu plutôt que pression de l'enjeu. Et tu vois, en fait, c'est un conseil que je redonnerai à mon tour, même si c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est de se dire, euh, entreprendre, c'est une aventure qui est à la fois extrêmement excitante et aussi extrêmement difficile. C'est-à-dire que tous les jours, tu te prends 200 murs, des refus de partout, des doutes, des questions. Tu te remets toujours en cause. Tu dois toujours avancer plus vite. Enfin, donc c'est très dur. Et si jamais tu prends pas de plaisir sur le sujet sur lequel tu adresses, sur là où tu veux aller, sur euh, est-ce que tu crois à ce que tu fais, versus des entrepreneurs qui vont te dire, en fait, il y a un marché, il y a moyen de se faire du fric, donc je vais y aller. En fait, je pense que c'est raté d'avance. Et donc, du coup, mon conseil, ce serait ça, en fait, ce serait de se dire quelle est la chose à laquelle je crois le plus au monde et, euh, et quel est ce qui me fait plaisir au quotidien. Et c'est une question difficile, hein. Enfin, je le dis comme si c'était facile, mais ça l'est pas du tout. Mais vraiment d'orienter sur ce sujet de à quoi je crois et qu'est-ce qui me fait plaisir de faire évoluer dans la société, quoi. Bah, je retiendrai cette phrase. Et la dernière question que tu attends peut-être si tu as déjà écouté le podcast, hein, c'est que j'essaie de faire un parallèle entre les aventuriers et les entrepreneurs qui vont aller explorer des territoires inexplorés. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce que tu as un aventurier préféré qui pourrait t'inspirer, te stimuler tous les jours à aller de l'avant? Il y en a plein, en fait. Je suis un grand fan de sport et notamment enfin, je sais pas si on appelle ça des sports extrêmes, mais en tout cas des sports que j'appellerais d'exploration. Je fais beaucoup de parapente, j'aime bien la montagne, du kitesurf, des courses de longue durée. Et en fait, pour moi, ça me permet d'aller explorer des territoires intérieurs ou extérieurs que je connais pas encore. Et ça me guide en fait beaucoup dans ma vie. Et du coup, une personne qui m'inspire pas mal là-dedans, c'est euh, un, un explorateur et un écrivain qui s'appelle Sylvain Tesson, euh, qui, euh, qui en fait, je trouve, a une approche très introspective qui permet de retourner souvent à l'essentiel tout en allant explorer des nouveaux territoires. Et donc, tu vois, quand tu lis dans les forêts de Sibérie, ou enfin, tu vois, c'est des choses pour moi qui m'inspirent beaucoup. Et vraiment, il va chercher
il va chercher des trucs qui sont très chouettes à l'intérieur de toi. Il te fait aussi te reposer la question de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important en fait dans ma vie, c'est quoi mes piliers sur lesquels je m'appuie. Et donc ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire pas mal et que je lis assez régulièrement. Faut que j'aille le lire parce que si je me trompe pas, Franck Mouton que je vais publier dans le prochain épisode m'a cité aussi Sylvain Tesson, donc il va falloir que je commence à m'y pencher. Ouais, vas-y, fonce. Ok, bah merci beaucoup, on a fait le tour de toutes mes questions, toutes mes très nombreuses questions. Merci vraiment pour ce super échange, Pierre-Etienne. Écoute, merci à toi Mariadec et bons épisodes pour la suite. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.